bienvenue dans Rétrospective. Je suis Draven, votre hôte pour cette émission. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur un gros morceau du cinéma américain, écrit par son acteur vedette et qui l'a propulsé en tant qu'acteur, réalisateur et scénariste remarquable. Je parle bien sûr de ce grand moment de cinéma qui est Rocky, dont le premier et le cinquième film sont réalisés par John J. Avildsen et le reste réalisé par Sylvester Stallone lui-même. S'il existe une saga légendaire hors norme, c'est bien Rocky. Si beaucoup considèrent Rocky comme une vulgaire saga sur la boxe, grand bien leur face, car en réalité, Rocky est une série de films ayant toujours trouvé écho avec la vie personnelle et professionnelle de son auteur. Le fait est que Rocky, du premier jusqu'au dernier long métrage de la série, est un miroir de l'âme de Sylvester Stallone. Le premier film retranscrit cela à la perfection. Sorti en 1976, après plusieurs années de galère, où l'étalon italien a fait quelques petits rôles miteux, où il n'est parfois même pas crédité au générique, et allant jusqu'à tourner un film érotique, tout ça pour toucher un chèque et pouvoir manger. Durant cette période, Sly écrit Rocky, l'histoire d'un jeune boxeur amateur habitant dans les quartiers pauvres de Philadelphie, se voyant offrir la possibilité d'affronter l'actuel tenant du titre poids lourd, Apollo Creed. On y voit ici une allégorie du rêve américain, celui du prolétaire se voyant rêver d'une vie meilleure. Ce qui nous frappe d'emblée avec cette œuvre, c'est à quel point l'histoire est sincère, belle et touchante, terre à terre. Grâce aux relations qu'entretiennent les personnages, ils sont magnifiés par le score de Bill Conti qui sublime le récit. On apprend alors à être ému par la relation amoureuse d'Adrian et Rocky, car elle est certes pleine de naïveté, mais touchante par sa simplicité, car dotée d'une profonde humanité, tout comme la relation qu'a Rocky vis-à-vis de Mickey, qui lui sert de figure paternelle, mais aussi l'amitié que partagent Polly et Rocky, une sincérité rare, alors que les deux ont un caractère bien opposé. Ce qui fait la force de Rocky, c'est que contrairement à ses opposants, c'est qu'il se bat toujours avec son cœur, c'est de l'exacte même manière qu'il règle ses problèmes en dehors du ring. Après un affrontement incroyable entre Rocky et Apollo, le film se conclut sur Rocky ne s'intéressant nullement à qui a gagné le combat, mais utilisant ce qui lui reste d'énergie pour crier le nom de sa femme, montrant au spectateur que ses pensées sont consacrées uniquement vers celle qu'il aime, scène parodiée à millions de fois par des tas d'idiots n'ayant jamais compris la beauté de cette scène. En 1979, Stallone remet le couvert avec Rocky II La Revanche. On notera que ce second opus a un budget plus conséquent que son prédécesseur, seulement à 7 millions de dollars. C'est aussi le second film qu'il réalise, car l'année précédente, il passe derrière la caméra pour faire La Taverne de l'Enfer, qui sera un échec commercial, mais sera salué par la critique. Cette suite s'ouvre donc avec le dernier combat du film précédent. C'est un gimmick qui sera toujours réutilisé pour les suites, afin de réintroduire le contexte de chaque film et permettre de créer une narration fluide. Puis, on notera de nouveaux morceaux composés pour l'occasion, se rapprochant des sonorités de l'opus précédent. C'est bien normal, puisque Bill Conti revient pour cette suite. De ce fait, il ancre de nouveau le récit dans la même temporalité contexte des années 70 que Rocky premier du nom. En tant que réalisateur, Stallone opte pour la même structure narrative et la même réalisation que l'opus originel. Cependant, il apporte une part de psychologie, tant chez Rocky que chez Apollo, qui fait grand plaisir à voir. D'un côté, nous avons l'ancien challenger, en proie au doute, concernant sa vie de famille et comment subvenir aux besoins de celle-ci, tout en s'éloignant du monde de la boxe. Et de l'autre côté du tableau, un champion plein d'orgueil, bien décidé à renfiler les gants pour battre de nouveau Balboa. Le visionnage est marqué par le changement de vie de Rocky, qui au début peut enfin vivre décemment avec Adrian, et le retour soudain à la dure réalité de la vie. Rocky se fait licencier du boulot qu'il avait réussi à trouver par l'intermédiaire de son beau-frère et ami Paulie. Paradoxalement, en récupérant l'ancien travail de Rocky, Paulie a une situation bien plus stable que Rocky et Adrian. Ça sera d'ailleurs la seule fois de la série. Dans ce second film, Stallone réussit l'exploit de nous arracher de nouveau des larmes, tant la scène où Rocky reste auprès d'Adrian est forte. La scène finale, après le match retour, réussit quasiment elle aussi l'exploit d'être égale à celle du premier film, bien que Stallone avouera n'avoir jamais réussi à reproduire la beauté de celle-ci. Rocky II La Revanche est un film digne, aussi bien en son propos que dans sa réalisation. Durant la décennie 80, Sly est au plus haut de sa popularité.
Lors de l'année 1982, le troisième volet de la franchise voit le jour. Après sa victoire face à Apollo Creed, Rocky devient une superstar, au même titre que son interprète dans la vie réelle. Ce n'est pas pour rien que j'évoque ce détail, puisque cela se reflète grandement sur la personnalité du boxeur. De plus, l'échange poignant entre lui et son entraîneur Mickey, lui disant qu'il s'est embourgeoisé dû à sa réussite, confirme cela. Par ailleurs, nous aurons le droit à un antagoniste très en colère, qui n'est autre que Clubber Lang, interprété par Mr. T, pour lequel ce fut son premier rôle. Il est intéressant de vous expliquer que Clubber est un personnage similaire à notre protagoniste, du moins à ses débuts, puisqu'il incarne le challenger des bas-fonds de Chicago venu pour affronter l'actuel tenant du titre. On y voit tout de suite le parallèle fait avec le premier film. On peut aisément dire que Lang symbolise la peur de Rocky, de perdre tout ce qu'il a bâti. Nous sommes malgré tout assez tristes de voir Mickey partir, afin de permettre d'étoffer l'évolution de l'étalon italien, via l'apparition d'Apollo, servant dès lors d'entraîneur et faisant figure de nouveau mentor. Rocky III est clairement un film de son époque. Il a son style très années 80, son casting très années 80, comme en témoigne la présence d'Hulk Hogan que seuls les férus de catch connaissent, et sa musique très années 80, notamment Eye of the Tiger, mais Stallone, accompagné de Bill Conti, parvient à nous procurer les émotions nécessaires pour nous accrocher dans le récit et nous faire verser encore des larmes. 3 années se sont écoulées depuis Rocky III, et Stallone est de retour derrière mais aussi devant la caméra pour nous proposer Rocky IV avec un jeune Dolph Lundgren, cela jouant russe à gros bras pour les besoins du film. Nous sommes en pleine guerre froide. Et ça se fait grandement ressentir. L'URSS cherche à concurrencer les États-Unis dans le milieu sportif ainsi que technologique, introduisant leur boxeur comme une machine à coups de poing, j'ai nommé Ivan Drago. Il atomisera Apollo Creed sur le ring. C'est alors qu'on aura le droit à un Rocky revanchard, voulant faire honneur à son ami et mentor en remontant sur le ring. Reprenez tout ce qui était très 80s dans le troisième épisode et accentuez-le à son paroxysme et vous obtenez Rocky IV. Le film se veut grand spectacle. C'est même le film le plus action de la saga, le plus blockbuster, avec un montage très clipesque, servant la narration, comme l'illustre parfaitement la scène où No Easy Way Out se joue en guise de fond sonore, pendant que Rocky se terre dans le silence avec ses souvenirs, roulant le long d'une route. De par ce montage clipesque, découlera un parallèle intervenant lors de la séquence du Training Montage, montrant un Rocky s'élevant en un homme libre, s'entraînant durement en plein cœur de la nature russe, dépourvu de toute technologie, à l'inverse de Drago, qui lui est montré comme un homme pensant lui aussi s'élever, représentant un idéal de l'URSS, alors qu'il stagnera dû au surplus de machines qu'il utilise, le transformant comme une sorte d'outil de la propagande russe servant uniquement pour les politiciens. Bien que beaucoup considèrent ce film comme une œuvre purement pro-américaine, ce qui est compréhensible, à juste titre, il est important de nuancer ce constat, car en effet, la population russe n'est pas dépeinte comme un ennemi, mais plutôt comme un allié. La fin du film, via le discours de Rocky, est un appel à la paix. J'y reviendrai un peu plus tard. Il n'hésite pas à nous montrer le côté grandiloquent des USA par le biais de Creed, attisant les tensions entre Russes et Américains lors de l'interview d'avant-match entre lui et Drago, afin d'assurer le spectacle, ou bien l'hostilité que peuvent avoir les Américains envers la Russie, par l'intermédiaire de Polly. On n'oublie pas le côté too much de l'entrée en scène de Creed, avec James Brown chantant Living in America. Et que dire de la confrontation finale entre Rocky et la masse russe, un véritable déluge de coups que s'échangent les deux hommes, avec le thème War de Vince DiCola, qui est tout simplement légendaire. Pendant ce combat, Ivan se libère de ses chaînes et devient un homme libre, en criant qu'il se bat pour lui, et non plus pour un idéal politique et un système idéal. À la fin de ce combat acharné, Rocky livre un discours cherchant à rassembler les peuples au lieu de les diviser. En 1990, Stallone va nous offrir un 5e film, voulant clore la saga de la plus belle des manières. Le film s'ouvre sur le combat de Rocky IV, puis nous montre Rocky souffrant de troubles, dû aux nombreux coups répétés qu'il a encaissés. Faible et fatigué, il ne peut plus combattre, et une bourde financière de la part de Polly le conduira, lui et les siens, à retourner vivre dans son ancien quartier de Philadelphie. Stallone fait appel au réalisateur du premier film, John J. Avildsen. Tout ça pour pouvoir se remettre dans les conditions du début, qui ont fait sa gloire. L'un des principaux thèmes du film est la relation entre Rocky et son fils, une relation père-fils en somme, qui se dégrade lorsqu'un jeune boxeur du nom de Tommy Gunn, interprété par un vrai boxeur, Tommy Morrison, que les amateurs de boxe connaissent bien, va faire irruption et se lier de complicité avec Balboa, qui va peu à peu devenir son coach et délaisser sans le vouloir son fils et va le mettre au second plan. Cependant, un organisateur de combat avide d'argent et de spectaculaire, George Washington Duke, qui est fortement
inspiré de Don King, on pourrait même aisément dire que c'est une caricature, va s'accaparer ce nouveau poulain de Balboa en lui donnant argent, femmes, voitures, tout ça dans le but de pousser Rocky dans ses retranchements afin qu'il prenne de nouveau les gants pour combattre Tommy Gunn dans un grand face-à-face sur le ring. Sur ce 5e épisode, une critique acerbe est émise sur le monde de la boxe professionnelle, fonctionnant uniquement via le business de promoteurs véreux vantant des champions d'un jour. En guise de confrontation finale, c'est une première dans la saga. Le combat ne se fera pas sur un ring, mais dans la rue, évoquant les débuts de Rocky, vivant dans la pauvreté et travaillant pour une sorte de mec de la mafia locale. Ce 5e opus nous gratifie d'un combat de rue purement dans le style des années 90. Avec des balayettes, des clés de bras, entre autres. Le film se termine sur Rocky et son fils, franchissant ensemble les marches menant au musée de Philadelphie, nous montrant de manière imagée le chemin parcouru par Rocky, l'homme qu'il a été et qu'il est devenu. Début des années 2000, en 2006 plus exactement, soit 16 ans après la sortie du 5e film, alors moqué et ridiculisé de tous, ce vieux briscard de Sly nous revient avec le film ultime venant clôturer la saga une bonne fois pour toutes. Sombrement intitulé Rocky Balboa, ce film est hallucinant, où mélancolie et nostalgie se marient parfaitement, véritable baroud d'honneur d'un homme blessé et humilié, voulant prouver à l'industrie cinématographique américaine ainsi qu'aux spectateurs du monde entier qu'il est toujours capable de raconter une histoire simple, belle et touchante, remplie d'humanisme et qu'il a toujours des choses à dire et qu'il existe. Stallone ayant tout perdu, Rocky se devait de subir le même sort. C'est pourquoi il se retrouve sans Adrian. Du personnage candide du premier film, Rocky en ressort d'un homme vieilli, grandi, mais parfaitement lucide, portant un jugement sur sa propre vie, son œuvre, sans jamais être condescendant. Les erreurs que tu as faites, tu ne dois pas les reprocher aux autres, c'est ce qu'il dit dans son film. C'est alors que son image se confond aisément avec Mickey. Le point d'orgue du film sera la confrontation contre son fils qui se fera par un échange de dialogue totalement poignant d'un père adressant un message rempli d'amour envers son fils et de tristesse. Tout comme Rocky, Stallone se devait de livrer son dernier combat en s'en allant, étant fier de ce qu'il a prouvé, peu importe le résultat. Ce film fait l'effet d'un direct, d'un uppercut même, comme on aimerait en voir plus souvent, tant il est honnête dans son propos. Pour finir, Rocky est une saga dotée d'un profond humanisme, transmettant de véritables valeurs dépassant le cadre du cinéma, caractérisant ce qu'il a de meilleur dans la vie, l'amour, la culture de l'effort, la famille. C'est en partie grâce à ces thématiques universelles que Rocky est grandement apprécié, car tout le monde peut être un Rocky, vu que c'est un personnage ordinaire, peut s'identifier à ce personnage à chaque étape de sa vie, car les péripéties qui ponctuent son vécu sont tout simplement des choses de la vie qui touchent tout le monde. C'est là que Stallone a réussi à accomplir un tour de force exceptionnel avec cette franchise, d'avoir réussi à faire des personnages profondément humains. Cette rétrospective est à présent terminée. Si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser un like sous la vidéo, et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. C'était Draven, salut.